Bonjour. Aujourd'hui, pour faire changement, j'avais pensé commencer mon live avec une bonne petite joke. En plus que cette petite joke-là, en fait, c'est même pas une joke, c'est arrivé pour de vrai. C'est juste que, pour vous la conter, il me faudrait quand même un petit peu de mise en contexte. Et donc, que je commence par vous montrer l'article sur lequel se base cette fameuse joke. Sauf que, avant même de vous montrer cet article-là, je me suis dit, pourquoi pas vous en montrer un autre? Fait qu'autrement dit, la joke, elle va venir dans le temps comme dans le temps. Fait que, tu sais, souvent, hein, moi et ceux qui pensent comme moi, on serait traité de haine, hein, mais c'est juste pour vous... puis de haineux, puis ça. Fait que c'est juste pour vous dire, vous montrer que ça va des deux bords, ça, là. C'est ce genre d'accusation-là. Ça fait que... Parce que comme elle a dit, cette dame, cette femme, un des éléments qui est drôle, un des contre-arguments assez faciles à donner à ces fameux woke qui nous entourent de plus en plus, c'est que, parce qu'il y en a qui disent là-dedans que regarde ça, l'instinct maternel en tant que tel serait une vaste supercherie. Supercherie. Fait que et elle de répondre, OK, fait comment ça se fait que ça se trouve à être pas mal non seulement présent dans tout le monde animal, mais que c'est quand même une sorte de ces éléments. S'il y a un élément de base du règne animal, c'est bien ça, non? Bon, OK. Fait que là, sur ce, je passe à l'autre article, un petit peu plus provocateur, assez merci, mettons. Donc, exposition controversée sur l'identité de genre, plantez-la au musée, donc, vous voyez un peu ça, là? Fait que là, regardez bien ça. Il y a une exposition controversée il y a eu une exposition controversée au Musée de la Civilisation le 31 mai. Un homme emballé dans de la pellicule plastique qui a exhibé son pénis devant des enfants. L'exposition unique en son genre est censée nous informer sur une réalité qui s'appellerait l'identité de genre. Pourtant, cette dernière n'est jamais clairement définie nulle part dans l'exposition. Puis, tu sais, c'est comme... D'ailleurs, bon, on s'entend. Déjà, on est dessus dans le règne de ce qui vous semble acceptable. Tu sais, okay, c'est comme exposition. Là. C'est juste si on prend juste, je sais pas, des considérations morales ou psychologiques de base. Tu sais. En plus que j'en ai déjà parlé dans un de mes lives, qu'un psychologue même disait que toute exposition des enfants à la sexualité des adultes, c'est un traumatisme en tant que tel. Mais au-delà de ça, en plus, en quoi le fait de montrer un pénis aux enfants, c'est censé leur faire les faire allumer sur la profondeur subtile de ce que c'est que la dysphorie de genre, puis de vouloir choisir son genre, puis tout ça. Un pénis, c'est un pénis d'habitude. Je suis capable du contraire. Tu vois ton père tout nu, c'est tel que tel. Normalement, je sais pas. Bon. Mais le pire, c'est que c'est pas de ça que je voulais vous parler. C'est que, je vous inviterais vraiment à lire cet article-là comme il faut, parce qu'il y a un beau débat existentiel philosophique entre la guide du musée et l'auteur de l'article. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que la personne, hein, on ne mentionnerait pas le genre, qui m'avait parlé de ça, puis c'est ça qui arrive avec ces questions de genre-là, c'est qu'on vient qu'on n'est plus capable d'identifier le genre de quelqu'un. Parce que là, il me disait, fait que là, il y a une femme là, qui est dans un musée, puis là, je dis, oui, mais une femme, là, parce que je savais qu'elle allait me parler de questions de genre. Fait que je dis, ok, mais c'est une vraie femme ou ou une fausse, tu sais. Il me dit, regarde, une femme, là, tu sais, avec des seins et un vagin, là. Mais c'est ce que ça m'a fait, puis ce que ça me fait toujours de repenser à ça, je me dis, non mais, sérieux, réalisez-vous dans quel monde qu'on est rendu qu'on vit quand tu dis que pour définir une femme, il va falloir dorénavant nous parler en ces termes-là. C'était ça la bonne joke. À part que, comme de fait, c'est pas une joke, c'est bien ça qui est le pire. Ah oui, puis... en rapport au contenu, surtout du premier article que j'ai montré tantôt, toute l'injustice hein, qui
qui est associé au fait que plein d'hommes déguisés en femmes, disons, pour le dire comme ça, s'inscrivent dorénavant à des compétitions sportives de tout genre. En tant que femme, ben là, c'est pas tellement juste, hein? Mais que dire des quotas, hein? Au niveau de l'emploi, là, notamment c'est pour auprès du gouvernement, mais même aussi, j'avais déjà vu dans les compagnies forestières ou dans des contrats qui sont reliés de près ou de loin au gouvernement. Là, on est rendu qu'on a qu'il y a des quotas de personnes trans, de personnes de minorités visibles, exclues de ça, qu'il faut, autrement dit, employer, qui soient bons ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Et puis que même ça s'applique dorénavant à la recherche aussi. Fait que ça veut dire que tu sois un bon scientifique ou pas, ils vont t'employer. Déjà, c'est-tu logique? C'est-tu. Hein? Ça vous montre-tu aussi à quel point que c'est quoi les conséquences auxquelles on s'expose en flushant altogether la si diabolique loi du libre marché? Hein? C'est comme. C'est pas. Ça n'a pas rapport avec si t'es bon ou si t'es pas bon qu'on va t'employer. C'est si t'es une minorité visible, si t'es une femme, etc., etc. Or, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais que ce soit une femme ou que ce soit des minorités visibles, ethniques ou quoi que ce soit, quoi de plus insultant que de te faire embaucher juste parce que tu es une femme ou juste parce que tu es une minorité visible? C'est pas pour ton mérite, c'est juste parce qu'on te donne une chance. Comme si tu étais. En fait, c'est inférieur. C'est ça que ça. Si c'est pas que ça que ça donne comme message, c'est quoi? Puis sur le fond de la chose, là, pas juste incidemment. Elle dit, ben oui, il faut leur donner des chances, ils sont pas capables sinon. Moi, je trouve pas que c'est la meilleure façon de respecter ces fameuses minorités-là. Je sais pas pour vous. Parlant de ce genre de choses, parce que ça va être un live de coq à l'âne pas mal, je voulais vous montrer cette petite réponse que j'ai eue à mon dernier live, puis qui va vous donner une idée du genre de commentaires auxquels on s'expose. Donc, les gens comme moi et qui pensent comme moi. C'est d'une naïveté indécrottable ou c'est prendre ses auditeurs pour des caves. Bien entendu que dans le manifeste, ils ont poli leur image, mais dans les faits, la meute est associée à tout ce qui est de plus laid dans l'extrême droite. L'association de ton parti à la meute fait de facto un parti xénophobe. Ça, c'est quand même assez intéressant, mais plus précisément inquiétant et même battripant, à mon humble avis, dans le sens que là, en lisant le manifeste, là, je veux dire, je le dis au début, puis je leur dis, là, c'est que c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de règle. Je veux dire, la meute, ils décrivent là leur position. Là. Mais là, même si j'ai fait ça, même si la meute a fait ça aussi, regarde le genre d'argument que cette personne-là nous sert, finalement. C'est comme, ce que ça dit, c'est que vous aurez beau dire ce que vous voulez, on vous croit, moi puis ma gang, là, puis sa gang plutôt, on vous croit pas. Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà jugé, préjugé, OK, en fonction de tel étiquetage, en fonction de tel regroupement. On met tout le monde dans le même panier, d'abord. Fait que c'est vraiment typique de cette chair gauche-là, là, mais de bien du monde dans la société. Tu vas beau arriver avec tous les arguments, tous les faits que tu veux, ça sert à, on s'en fout parce que tu as déjà été jugé en même temps que tu as été accusé. Et tout ça, inconsciemment, spontanément, c'est comme c'est ça qui arrive avec un préjugé. Donc, il n'y a pas de... tu as été jugé avant le procès, mais il n'y a pas de procès, puis même s'il y en a un, ça ne change rien. Fait qu'autrement dit, c'est toujours s'il y a un procès là-dedans, c'en est une intention. Ils vont prêter des intentions, puis ils disent, ben oui, moi, je considère que vous êtes xénophobe, vous êtes extrême droite. Encore faudrait-il définir l'extrême droite, hein? Ça, c'est encore une belle expression fourre-tout que tu... C'est comme une insulte, hein? Tu sais pas quoi dire, tu sacs ça, là, tu pitches ça. C'est du criage de nom, c'est du... faudrait inventer un nom pour ce genre de sophisme-là. Hein? C'est le traitage de nom, finalement.
Puis, that's it, comme les médias en sont si friands d'ailleurs, hein, on va vous traiter de ci, pis ci, pis ça, puis et voilà, le tour est joué. Mais tu sais, c'est que, donc, comme je me disais, ce procès d'intention, ça veut dire. Alors, tu sais, voyez-vous, dans le genre, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Dans le genre vers quelle société on s'en va, vers quel genre de discussion on s'en va? Ou est-ce que tu peux pas avoir de vraies discussions? Okay? Il n'y a pas d'argumentation, donc il n'y a pas de dialectique, là, comme je disais. Puis en plus, ben là, on est tous sur du, tu sais, à spéculer, assumer. Lui, dans sa tête, là, on pense ça, nous autres, dans notre tête, et voilà. Puis, fait qu'on est tous dans l'immatériel, tu sais, là, alors, tu peux dire n'importe quoi sur n'importe qui à partir de ce moment-là. T'sais, comment on va l'invalider? C'est la base de la civilisation occidentale qui flush down the drain. Là, je veux dire, moi, je pense que tu penses ça. Puis ça, voyez-vous comment que c'est associé à tout ce que les woke essaient de faire. Puis évidemment, les ultimes maîtres du monde en arrière, puisqu'ils sont directement téléguidés par eux. Fait que, tu sais, donc je parle ici d'une espèce de relativisme, d'un nihilisme absolu. C'est-à-dire, on le voit d'ailleurs au niveau de la théorie des genres, là, qui essaie de nous mettre dans la tête, à savoir que t'es ce que tu veux. Hein? T'es une femme si tu sens que t'es une femme. T'sais. Encore là, je trouve ça extrêmement insultant et je veux dire, méprisant pour les femmes. Je veux dire, c'est ah ouais, tu sais c'est quoi? T'as déjà eu des règles, t'as déjà eu tu sais, là, des seins qui poussent, t'as déjà eu des enfants, non? Non, mais tu prétends que toi tu sais ça. Ouais. J'aimerais pas plus entendre ça si j'étais une femme que ce que j'aimerais ça entendre ça en tant qu'homme. Quand quelqu'un me dit, oh, moi, une femme qui vit Rome, qui dit, moi, je sais c'est quoi être un homme. Moi, que tu fasses des classes avant pour vrai. Bon, ok, j'en reviens encore sur mes affaires. C'était pas ça mon but. En fait, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, croyez-le ou non, c'est une chose un sujet tout autrement plus. Deux sujets tout autrement plus importants. Soit, on va commencer en fait par les Premières Nations. J'en avais pas vraiment parlé, en tout cas, pas en rapport avec le Parti libertarien. Et puis, il faut quand même en profiter donc pour justement spécifier, clarifier ce que serait la position du parti par rapport à eux. Et puis, de vous montrer aussi les avantages que je pense que la position libertarienne pourrait avoir pour eux. Et pour ce faire, comment je pourrais mieux me baser comme point de départ? Comment je pourrais trouver un meilleur point de départ que ce post de mes chers amis du collectif Emma Goldman. Fait que là, parce que, tu sais, tant qu'à ce qui me dilapide et me diffame publiquement, ça m'a fait regarder un petit peu sur leur page. Puis là, je suis tombé sur ce post-là qui me disons, laissé un petit peu pas mal perplexe en un premier temps. J'y repensé. Puis, par la suite, ben, écoute, je réalisais que ça passait pas. Que non, il y a différentes choses que je trouve qui ne marchent pas dans cet article-là. Puis on parle d'opinion là, personnelle, mais c'est parce que ça donne. Puis là, je ne veux pas dire le nom de mon père parce que je ne veux pas le mêler à mes affaires plus qu'il faut, mais que mon père est avocat en droit autochtone il a été en tout cas pendant les 20 dernières années et plus. Là il est présentement à la retraite. Puis il a été d'ailleurs nommé, je pense, 2 ans de suite meilleur avocat en droit autochtone au Canada. Et il est activement impliqué dans le traité que ce poste-là se trouve à attaquer finalement, là, à dénoncer, prétendument invalider, qui est le traité Pethappen. Et soit dit en passant, quand il est allé une fois à une conférence des Premières Nations là, en Colombie-Britannique, où est-ce que chaque tribu présentait des projets sur lesquels il travaillait. Puis quand il y avait d'autres qui avaient présenté le projet Pethappen, qui est relié aux communautés Innu, hein, ben, tout le monde s'est élevé dans la salle pour applaudir. Moi-même, j'ai toujours été un assez grand admirateur de ce projet-là parce que c'est même une inspiration du Parti libertarien
dans le sens que ça vise à quoi? À tout simplement redonner un maximum, en fait, une souveraineté réelle, là, à au moins un ensemble en tout cas, à certaines communautés inues, là, celles-là qui sont impliquées dans le traité. Et puis, ce qui impliquerait donc le transfert de certains de certains pouvoirs traditionnellement associés à des compétences provinciales et fédérales, style notamment en matière d'éducation. Donc, ça serait des rendre indépendantes pratiquement à plein de niveaux, alors qu'ils ne sont pas. Fait que, même que on parle de la création quasiment d'un troisième palier de gouvernement, puis de quelque chose qu'il pourrait faire précédent, puis d'être un modèle pour d'autres communautés. Puis moi, c'est là que j'embarque avec le Parti libertarien, c'est que ça s'en va direct dans le principe de décentralisation, qu'on vienne, si c'est vrai pour eux, puis si ça peut être bon pour Minou, pourquoi ce serait pas bon pour Pitou, puis que chaque, non seulement les tribus amérindiennes, mais que les différentes municipalités, les régions soient de plus en plus autonomisées, qu'on leur rende une souveraineté digne de ce nom, mais comme ça, c'est jamais vu auparavant. T'sais. Bon, fait que là, mais on va commencer par aller voir un peu, c'est quoi la fameuse critique qui est faite. C'est que, ce que ça dit, c'est les conseils de bande de Mastoyache, de Sipit et de Natashquan ne représentent d'aucune manière le peuple Innu, pour qui l'autorité légitime réside dans les familles gardiennes du territoire qui préservent l'Innu à Taïtoun, le mode de vie ancestral et le titre souverain sur le Nitassinan. Vu que c'est comme un peu leur argument principal, moi c'est ça que je veux, qui m'a saisi là-dedans, c'est que donc tout ça repose sur le principe que les conseils de bande ne représentent pas les tribus. Mais notons que c'est rendu là, c'est assez exactement, merci, la même chose que pour le peuple québécois ou pour différentes municipalités, parce que d'après moi, un conseil de bande, c'est essentiellement le même principe qu'un conseil municipal. Okay? C'est la même chose que dire, ils ne nous représentent pas. Voyez-vous que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est l'œuf ou la poule, dans le sens, c'est des problèmes qui nous rattrapent. Parce que, puis j'en ai souvent parlé dans ma campagne, on a ce problème-là au Québec, mais encore plus, comme on peut le dire, dans les communautés autochtones, de désintéressement de la politique. On se désengage de ça, de telle sorte qu'il y a un minimum de gens qui vont voter. Dans les communautés autochtones, je pense que c'est même des fois juste 30% qui vont voter. Fait que là, c'est sûr que oui, après ça, il y a 60% qui ne vont pas voter. C'est sûr que dans un sens, c'est pas représentatif. Mais en même temps, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait de ne pas voter. Puis voyez-vous où est-ce qu'il nous mène, là, tu sais. À juste chialer après. Fait que c'est que soit autochtone, soit blanc, ça change absolument rien là-dessus. Là. C'est que c'est vers ça qu'on s'en va. Là. Puis tout le monde qui tripe sur OK, on vote pas, ben, c'est ça que vous voulez, là, qu'on se rabatte constamment sur une position de chialage. Puis de dire, c'est comme d'invoquer que c'est pas valide. Tu l'as fait ton choix, tu n'as pas voté. Fait que, vite de même, je serais plutôt porté à dire, ben, que ce soit aux Autochtones ou aux Blancs, ben là, vous devriez peut-être plutôt reprendre possession de votre politique, reprendre possession de vos conseils de bande, vous faire des partis, puis, tu sais, éveiller la population. C'est comme moi, j'essaie de le faire moi-même aussi. Je veux dire, on ne peut pas contourner cet éléphant dans la pièce-là. Puis c'est un problème qui transcende la couleur de peau et tous les pays de la planète. Là. Fait sur ce, c'est quoi ma fameuse proposition? Qu'est-ce que le Parti libertarien a à offrir aux Autochtones? Ben, regardez, je suis bien placé pour savoir, en fonction de ce que je vous dis, que, parce que des fois, mon père, pas qu'il me parle souvent de ses affaires, au contraire, mais qu'est-ce qui arrive quand ton père, il te parle pas beaucoup? Ben, tu l'écoutes encore plus quand il te dit quelque chose qui, en plus, a l'air important. Fait que, puis moi, ça m'a toujours extrêmement intéressé, cette question autochtone-là. Et puis, il me l'a dit, c'est que
faut pas espérer, exemple, là, dans la résistance ou tout ça, ou au niveau de la souveraineté, que les Autochtones vont se joindre à nous, sinon ils l'auraient fait avant. Hein. Et puis, parce que, historiquement, ils ont toujours été protégés par la couronne britannique, qui les se souvent même protégés des gouvernements provinciaux et fédéraux. Fait que c'est une sorte de rôle de relation qu'il y a un peu amour-haine, mais qui me fait penser un peu aussi à un syndrome de femme battue. Là. Parce qu'ultimement, c'est qui leur bourreau puis leur oppresseur? Encore là, historiquement, si c'est pas la couronne britannique, tu sais comment? Mais spécifiquement avec eux autres, ils se disent au moins avec eux autres, on peut ils nous écoutent plus quand on parle, puis ils peuvent intervenir. Mais tu comprends, tout ça, ça mène nulle part. Là. Il y a un statu quo, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu peux pas. Encore là, c'est analogue à ce qu'on vit au Québec, puis au Canada, puis dans tous les pays occidentaux, en réalisant toujours des mêmes petits partis corrompus, les vieux partis. T'es un peu tanné de lui, ok, c'est beau, on t'a qu'à voter pour un autre. Avant, c'était libéral québécois, on n'est pas rien que la CAQ, là, mais tu sais, je veux dire, c'est encore là, on reste dans le pareil au même, puis les options sont du pareil au même, puis on change le mal de place, mais tu sais, je sais pas si, à un moment donné, qu'on soit autochtone ou qu'on soit blanc, on peut-tu s'entendre qu'il va falloir sortir de ça, de cette dynamique-là on se fait avoir, on espère, on se fait battre comme un rôle de femme battue, puis après ça on se dit mais peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va me donner un petit nanan, tu sais. C'est faux. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai créé ce parti-là. Puis le but, c'est que, tu sais, quand on parle de décentraliser, là, c'est ça, c'est qu'on scrape le plus possible ces gros gouvernements centrales-là. Fédéral en se séparant, puis provincial, ben, en démantelant le plus possible l'État québécois, en enlevant toute possibilité de nous extorquer, nous opprimer, tout ça. Et puis, que là, maximum de pouvoir soit vraiment donné à des collectivités qui soient le plus locales possible. Fait est-ce que c'est pas évident que là, il n'aurait pour de la vraie de la souveraineté des communautés autochtones, tout comme les communautés de Québécois, un peu pur laine, on va dire, et que c'est pas, je veux dire, avant, c'est pas autrement, c'est pas avant ça qu'on va pouvoir en avoir. Il n'y a jamais un roi, une autorité qui a donné du vrai pouvoir volontairement. Tu comprends, là, pour le fun de même, là, pour tes beaux yeux, là. La démocratisation du monde occidental, ça a commencé en l'an 1000 je pense, là, en tout cas avec la Grande Charte. 1100 quelque, en tout cas, sous Jean Santerre. En tout cas, on se fout de la date, là. Et puis, c'est ça, c'est parce que il a été forcé de le faire, parce que les nobles, notamment, et aussi un peu les paysans de Tiers-État, on dit non, on va te forcer à nous donner plus de pouvoir. Fait que c'est ça, c'est comme, comme on dit, la liberté, c'est quelque chose qui s'obtient, qui se gagne. Là. Comme disait d'ailleurs Patrick Baudry, fondateur de la Meute, le secret du bonheur, c'est la liberté, puis le secret de la liberté, c'est le courage. Okay? Fait que, tu sais, on ne fait pas la quadrature du cercle à ce niveau-là. Là, on le voit, là, les États sont rendus tellement corrompus, soit au Québec ou ailleurs, tu sais, puis non seulement ça, ils sont plus dangereux que jamais, puis ils sont plus forts, puis ils sont puis là, tu comprends, ils sont dans la création d'un mouvement un mouvement de création de gouvernement mondial. Fait que ça fait juste non seulement aller pire que pire, mais ça n'a jamais été aussi mal et aussi pire que ça, là, l'histoire de l'humanité. Fait qu'à part le libertarisme, là, pour vrai, là, pour casser ça, puis réinverser ça, faire un backwash, là, bonne chance. D'ailleurs, pourquoi pas en profiter, comme je vous disais, pour parler d'un autre sujet extrêmement important, j'ai nommé l'environnement. Parce que je n'avais pas encore vraiment tant parlé à date, voire même pas du tout. C'est parce que
récemment, j'ai eu. Ça a donné que j'allais faire un tour au Café Cambio à Chicoutimi, où est-ce qu'il y avait une présentation de Sylvain Gaudreault, un ex-député du Parti québécois, et de Patrick Derry. Donc, il faisait une conférence, puis plus une autre madame. Puis moi, ça faisait longtemps que j'étais allé dans ce genre de choses-là. Puis moi qui étais un écolo à la base, mais tu sais, je sais pas, là, depuis une couple d'années, je suis plus trop là-dedans. Hein. Pas que dans les actions ou dans les valeurs, ça a changé, mais c'est plus au niveau des implications extérieures politiques. Tout. Fait que justement, ça me faisait une drôle d'effet. Je disais, je dis à la personne qui était à côté de moi, on dirait que c'est toujours il n'y a rien qui a changé dans le discours. Tu dis, ah oui, il faudrait que le gouvernement, il n'a pas respecté les cibles, là, les objectifs climatiques, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de ça. Puis d'ailleurs, eux-mêmes, les conférenciers, le reconnaissaient, c'était ça la thématique principale. C'était comme une sorte de désenchantement, puis de dire, ouais, il y a comme rien qui a changé, hein, littéralement. Puis là, Sylvain Godreau de dire, ouais, mais dans le fond, t'as peu. C'est pas vrai qu'il n'y a rien qui a changé parce qu'on a interdit, on a fait un moratoire sur l'exploration pétrolière. Puis là, Patrick Derry de répond, ouais, mais il n'y en a pas de pétrole dans Saint-Laurent, fait qu'il n'y a pas grand-chose. Ça coûte pas cher de l'interdire. Fait que, tu sais, si on enlève ce genre de blabla-là, tu sais, de poudre aux yeux, finalement, là, donc non. Puis là, on peut-tu faire un peu abstraction de nos positions, ces changements climatiques, y en a-tu pas? Tu sais, c'est pas ça là, qui est la question ici. Là. C'est quoi cette affaire-là, ça? Et puis, de toute façon, l'environnement, on peut pas être, je veux dire, contre l'environnement, là, je pense. Puis d'ailleurs, eux-mêmes, s'il y en a qui ne sont pas contre ça, c'est bien les gens qui étaient là, des vrais écolos purs et durs, dont justement notre cher collectif Emma Goldman, ou en tout cas donc, supposément c'est écolo que ça, je vais y revenir. Mais tu sais, est-ce que ça devrait pas être d'autant plus un constat d'échec en ce qui les concerne? Tu sais, c'est pas qu'ils veulent pas là, qu'il y ait des changements. Mais force est de constater qu'il n'y en a pas. Et puis d'ailleurs, là, il était forcé de dire, entre autres choses, que, ben oui, on croyait beaucoup en Sylvain Libault, porte-parole d'Équiterre, puis que là, une fois qu'il est rendu au gouvernement fédéral, on est sûr qu'il a plein de bonnes intentions et qu'il fait son possible, mais, tu sais, il pète dans le beurre, autrement dit, parce qu'à cause de comme elle disait, je pense à la fille d'Équiterre qui était là, à cause de la force d'inertie, en tout cas, la dynamique d'inertie qui caractérise les gouvernements, c'est peut-être un gros ensemble que tu peux pas, comme un paquebot, tu peux pas, un seul homme, modifier ça. Encore là, on peut. C'est pas faire un débat, c'est faire le bitumineux. Ce que je veux dire, c'est très simple. C'est que. J'aurais pu prendre la parole à ce moment-là pour en parler, mais j'aime mieux le faire comme je le fais là. Je vous adresse à vous, là, les écolos. Avez-vous au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ça marche pas? Ça marche pas votre affaire, hein, parce que vous avez tout misé sur l'État. Puis ils ont tous des arguments, d'ailleurs, pour se le dire, parce que, d'ailleurs, ça me surprend. Je trouvais ça assez incroyable d'entendre, exemple, Sylvain Gaudreault dire « Ah, mais vous savez, c'est pas aux citoyens d'en faire plus. On peut pas accuser les citoyens. C'est pas une question de responsabilité individuelle, là. » Tout en voulant dire « Non, il faut que ce soit l'État là, qui fasse ça, qui fasse tout pour nous magiquement. » Pouf, là, bon Dieu, on prie, puis ça arrive. Mais, alors que, dans la phrase d'avant, je veux dire, dans les phrases d'avant, s'il y a une autre chose sur laquelle ils s'entendaient, c'est que tu peux pas arriver à quelque chose d'intéressant en termes d'amélioration de la performance écologique là, je sais pas moi, du Québec, si c'est pas en passant par la décroissance, et puis donc en revisant drastiquement notre mode de vie. Donc, il faut faire des changements au niveau de notre mode de vie. Ça, tout le monde qui était là s'entend là-dessus. Mais l'individu, il y a là-dedans. On ne faut surtout pas l'attaquer, ben non, parce que c'est des électeurs, puis on ne veut pas froisser personne. Et tu comprends? Ça marche pas, encore une fois. Ça ne doesn't add up, là, tu sais. C'est-tu la faute? Si c'est la responsabilité de chacun, mais c'est la faute de chacun si ça marche pas. Puis, c'est drôle, hein? Parce que moi, des affaires de responsabilité individuelle au niveau écologique, j'en fais depuis des années. Mais dans toute la gang qu'il y avait là, notamment y compris le collectif Emma Goldman, j'ai jamais vu porter le moindre intérêt, la moindre attention sérieuse à qu'est-ce que moi je peux faire d'action très concrète là,
puis qui amène à un vrai changement de mode de vie. J'ai jamais vu, exemple, porter le moins d'intérêt au fait que moi je fais plus de poubelle depuis 7 ans, que j'écrive un livre là-dessus, que je prends plus de papier de toilette depuis encore plus longtemps, que j'ai fait une vidéo avec une solution absolument novatrice à ce niveau-là. Les gratuvores là, que j'ai fondé, ça implique non seulement de nourrir des pauvres, donc des gens qui en ont besoin, mais de sauver énormément de nourriture qui serait gaspillée autrement. Fait que ça, on s'entend, ça te fait une pierre deux coups, là. Puis ça, c'est des grosses économies, c'est des tonnes chaque année, là. Mais j'ai jamais vu s'impliquer substantiellement, sérieusement, pour ce genre d'organisme ou de démarche-là. Pas plus que pour les bazars gratuits. Pourtant, c'est pas un collectif à Magouillement, ils en ont fait là, des séances de distribution de nourriture ou un petit marché gratuit, comme il l'appelait, dont je me suis même inspiré. Mais tu sais, c'est toujours juste un one-shot deal, comme juste pour donner une idée puis faire du tape à l'œil. Mais là, c'est ça que je vous dis. C'est que il y a une différence entre poser, faire le show-off, puis après ça, dire qu'il faudrait faire des changements de mode de vie, puis le faire. Puis quelqu'un comme moi qui le fait, ben à la place, il lapide, puis il dilapide avec toutes sortes d'insultes. Tu comprends? Fait que là, on s'en sort pas, là. Mais, pour en revenir au sujet principal, tout ce beau monde-là, pourquoi que ça ne marche pas leurs affaires? Justement, c'est plutôt que se regarder eux-mêmes, puis regarder c'est quoi en termes d'initiative individuelle, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Puis dire, OK, c'est arrêter de tout le temps voir, OK, attendre que ça se fasse tout seul, puis que ce soit des gros monstres qui ne bougent pas, là, qui vont vous faire une faveur, une fleur, comme je l'ai dit tantôt, ça n'est jamais arrivé, là, ça, là. Tout ça pour la liberté, pour l'environnement ou quoi que ce soit. Be the change you want to see. Si tu crois vraiment, fais-le ton esti de changement dans ton environnement, dans ton mode de vie. Je pense justement à Patrick Derry qui était là. Lui, c'est des toilettes au compost à tour de bras là-bas. C'est-tu des constructions ultra écologiques? Bon, là, on parle plus de quelque chose. Mais comme là, je vais écrire un livre de construction écologique. Ils vont-tu porter attention? Pas sûr. C'est le passé garant de l'avenir, tu sais. Je m'égare, mais OK. Donc, pour en revenir à ça, tu sais, vous-même, là, parce que c'est tout, là, cette gauche-là, c'est tout un paquet de monde qui, d'une part, justement, sont woke, d'autre part, sont environnementaux, puis d'autre part, sont pro-État à fond. C'est l'État, c'est le nec plus ultra. Regarde, évidemment, ça pourrait pas mieux être incarné par un parti qui s'appelle Québec solidaire. T'sais. Faites-vous-en pas, l'État va tout régler pour vous. Mais pouvez-vous avoir l'honnêteté intellectuelle de voir que la franchise, de dire que c'est un fail monumental, votre affaire. Ça marche pas. Un loser. C'est comme... non, mais vous le reconnaissez vous-même qu'au niveau écolo, ça marche pas. Pouvez-vous donc, avouer que votre stratégie, vous avez toutes mis vos œufs dans le même panier, OK? Vous avez tout mis sacré dans le même bateau qui est celui du gouvernement, puis ça vous a amené quoi? Nowhere, fucking nowhere. Puis c'est pas ça pour l'environnement, c'est ça pour fuck all, pour tout, là, OK? On s'entend-tu? Il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui va changer tant qu'on va se fier au gouvernement. Puis pourquoi ça? Genre, on va faire un peu de coca-là, on a un petit peu de pouce, là, on va déclencher un peu là-dessus. Tu sais, c'est... Pourquoi c'était aussi, justement, immodifiable? Tu sais, on n'a aucune pogne là-dessus. Voulez-vous my hunch, là, mon petit hint? Ben, peut-être parce que c'est trop gros, D'où l'idée du Parti libertarien qui est décentralisé pour que le pouvoir soit exercé d'une base le plus locale, donc sur des bases de communauté qui soient le plus petites possible. On s'entend-tu que, exemple, que ce soit un Ecoamo ou un SBL, comme les gratuvores, t'as pas plus de pogne sur le au niveau du pouvoir, puis déjà là, je peux vous dire que c'est pas tout le temps si rose puis si facile que ça, fait qu'imagine. Mais c'est ça.
Mais comment ça se fait qu'on se retrouve dans si grands ensembles que ça? Que le Canada, le Québec, puis il faut toujours que ce soit plus grand. Hein? C'est pas la France, mais là, peut-être ça devient l'Europe à travers l'Union européenne. Puis, mais avez-vous remarqué que la réponse est pourtant très facile et très simple? Hein? C'est à la base à cause de, historiquement, d'une telle chose que la royauté. OK? Ah oui, c'est qui si c'était pas les rois? Hein? Carrément, les rois de France, rois d'Angleterre, qui, dans leur soif, leur appétit insatiable de pouvoir, il fallait toujours qu'il y ait des nouveaux territoires qu'on conquiert, qui se battent l'un contre l'autre, qui s'arrachent des territoires l'un contre l'autre, pour avoir chacun le territoire le plus grand possible à eux, pas à l'autre. Fait que tu sais, c'est cette logique-là, cette espèce de compétition féroce, de capitalisme avant l'heure, mais au niveau des fonciers, au niveau des territoires, qu'on appelle l'impérialisme d'ailleurs. Et puis, c'est juste ça, là, qui fait qu'on a après ça des ensembles si gros qui sont pratiquement ingérables. Surtout si tu enlèves le système qui lui a donné naissance. Si tu vois bien ça, la royauté. Parce que je l'ai déjà parlé à un moment donné dans un live. Il faut donner une chose, la royauté, c'est pas mal plus efficace comme n'importe quelle forme de dictature ou de tyrannie. T'as un boss qui décide, puis that's it. Fait que c'est pas pour rien qu'en entreprise privée, ça fonctionne souvent de même. Le premier qui en a fait les frais, c'est d'ailleurs l'Empire romain, en tout cas un des gars les plus connus. Mais César, c'était ça son principe. Il dit là, c'est rendu trop gros, on a trop conquis. Tu peux pas tout le temps juste avoir une gang qui s'appelait la République à l'époque, puis qui était une forme de primitive de démocratie. Parce qu'on dit, hein, la démocratie, c'est cause toujours, la dictature, c'est ferme ta gueule. Mais là, du cause toujours, t'avances pas. À petite échelle, c'est plus intéressant. Mais à grosse échelle comme ça, c'est parce que là, il faut qu'on agisse. Là, non. T'sais. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que, remarquez là, comment que nos démocraties se dédémocratisent à fond de train. Puis je l'avais expliqué dans mon livre qui s'intitule La faillite de la démocratie. C'est prédit déjà par Platon depuis 2000 ans, qui vivait en pleine démocratie. Il disait le chaos s'installe, puis après ça, c'est pas le choix de laisser de laisser place à la dictature, parce qu'il y a juste comme c'est fait à la Révolution française aussi, que Napoléon a embarqué, ou justement à Rome, avec César, c'est la seule façon, après ça, qu'il y ait assez d'ordre, puis assez de... Fait que là, puis c'est ça. Fait que c'est d'ailleurs les rois qui étaient les seuls qui étaient capables de piloter des gros empires comme ça. Mais on vient d'une démocratie. Mais regarde, là, déjà que c'était pas facile à gérer en royauté, puis on s'entend en royauté, un des bons aspects, c'est que typiquement, c'est pas vraiment le roi qui décide tant que ça. Il y a des ministres, puis les autres, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, puis c'est une sorte de technocratie en même temps. Bon, OK. Mais, fait que là, tu sais, tout ça devrait vous donner un indice que ça ne peut pas fonctionner, ces grands ensembles-là. Ça ne pourra jamais être logique, être sain, être bienveillant. Ça émane d'un autre système qui est la royauté. Puis après ça, la continuation de la même dynamique d'impérialisme puis de lutte de pouvoir, là, hein, on s'entend, puis qui fait d'ailleurs de nos dirigeants modernes des sortes de petits rois, là, on l'avait probablement déjà remarqué, mais que tout ça émane de toute façon de dynamiques qui sont extrêmement malsaines, qui est la guerre, le pouvoir, l'impérialisme, le j'en ai jamais assez, j'en veux toujours plus, puis si c'est pas moi, c'est l'autre, puis c'est ce que je vais, le plus que je vais chercher, c'est au détriment de l'autre. C'est tout la barbarie, tout ce qu'il y a eu de plus mauvais dans l'histoire humaine. C'est ça qui fait qu'on a des grands crises d'ensemble comme le Canada, le Québec, etc. Là, c'est pas naturel, OK? Fait que faut pas vous attendre à ce que le Québec soit un jour bien géré ou le Canada, voyons. Ou qu'il gère votre intérêt. Ça va toujours être des grands intérêts nationaux, puis en démocratie encore plus, parce que là, faut que tu penses toujours à te faire réélire. Fait que c'est pas ça va être l'électoralisme qui va dominer, et non pas la logique, là, ou ce qui est sain, ou la sagesse, finalement. Là. Bon. Tant qu'à être dans ce genre de considération-là, je voulais aussi vous parler d'un petit livre que c'est un gros live aujourd'hui, je sais, mais j'avais du rattrapage à faire, qui est celui-ci que j'ai commencé à lire, OK?
Puis, j'étais surpris de voir ici à quel point est-ce que, sans le vouloir, sans y penser, parce que ça n'existait pas encore le libertarisme à l'époque, mais à quel point Sun Tzu se trouve à pratiquement faire la, la, la promotion du libertarisme, OK? Ou de l'anarchisme, si vous voulez, mais en tout cas, on lit puis on parle après. Donc, Sun Tzu dit, dans le gouvernement des armées, il y a 7 mots. De 1, imposer des ordres pris en cours selon le bon plaisir du prince. Hey, ça part assez intense, ça, Sun Tzu, il niaise pas. Okay? Donc, une des pires choses que tu peux avoir dans l'armée, parce que l'armée, tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, tu meurs. Puis il explique souvent, il revient souvent à ça, salut Jérôme, c'est que, tu sais, t'as pas droit à l'erreur, l'erreur va coûter mort d'homme. Puis c'est encore ça, là. C'est ça qui est pratique. C'est un bon. C'est pas que c'est aussi instructif, là, l'art militaire. Faut pas que ça niaise. Hein? Fait, mais c'est ça. Fait, imagine que tu laisses des ordres pris en cours. Tu figures un souverain là, vaniteux, là, puis immature, puis il dit je vais faire ça comme ça, puis gna, gna, gna. Tu peux pas. Hein? Fait par définition, le prince, il ne sait pas réellement quoi faire avec l'armée. C'est le militaire qui, lui, sait de quoi il parle. T'sais. Puis, avez-vous remarqué, c'est encore le même principe si on sort de la notion de militaire. C'est le même problème qu'on a aujourd'hui avec les gouvernements, c'est que c'est ultra centralisé, puis c'est toujours le go qui sait tout mieux que tout le monde. T'sais. En COVID, c'est mieux que les médecins. En environnement, c'est ça. Les techniciens sont jamais... ceux qui sont sur le terrain ne sont pas consultés, on s'en fout. Vous allez appliquer telle directive. Ah oui, parce que c'est Québec qui a décidé. Même chose en enseignement. C'est quoi la prochaine connerie dont le ministère de l'Éducation va tenter de nous faire ingurgiter. Là, fait que c'est tout depuis la militaire, tu comprends? Mais c'est un profond déni de la notion de spécialisation. Qui est mieux placé? Qui sait mieux comment enseigner que les profs? Qui sait mieux comment gérer le système de la santé que les médecins? C'est de la folie pure. Mais, Sun Tzu, il dit que en art militaire, tu ne peux pas permettre ça parce que un prince, ça ne sait pas comment gérer une armée, puis c'est parce que les guerres, on ne va pas les perdre d'habitude. Donc, rendre les officiers perplexes en dépêchant des émissaires ignorant les affaires militaires, mêler les règlements propres à l'ordre civil et à l'ordre militaire, confondre la rigueur nécessaire au gouvernement de l'État et la flexibilité que requiert le commandement des troupes, partager la responsabilité aux armées, faire naître la suspicion qu'il y a dans un trouble, une armée confuse, attendre les ordres en toutes circonstances. C'est comme informer un supérieur que vous voulez éteindre le feu. Avant que l'ordre ne vous parvienne, les cendres sont déjà froides. On s'entend là, c'est pas éteindre le feu au sens qu'on dit au Québec, là, genre, il parle du feu de la vigueur militaire, là, tu sais. Fait que c'est comme, tu veux pas tout le temps être en attentisme, là, puis, quel ordre va me donner le souverain? On va mettre un petit peu de lumière, excusez. Tu sais, là, puis, tu sais, on s'entend, moi j'ai toujours fonctionné comme ça aussi, là, au niveau des cultivars, j'ai jamais attendu de permission, je ne l'ai jamais demandé, je le fais, point. Puis le collectif Emma Goldman dans le temps avait salué ça, on m'a dit hey, ça c'est très anarchiste comme démarche, t'sais. Mais dans la résistance, combien de fois qu'on l'a dit aussi, là, l'espèce d'attentisme de dire on veut faire des revendications au gouvernement. Oui, c'est ça. Toi le doigt dans le nez puis dans le cul, dans la cassette, je veux dire, c'est voir si le gouvernement il va nous écouter. Hein? Il l'a-tu fait? Non. Fait que tu veux quelque chose, tu veux ta liberté, ben prends-la, là, tu sais. Fait que c'est un peu encore le même principe. Salut, rebelle. Tu sais, pourtant, il est dit dans le code que l'on doit en référer à l'inspecteur en ces matières. Tu vois, hein? On croirait que ça a été lu, écrit récemment. Pourtant, ça date de la nuit des temps. Puis c'est là que tu vois que la Chine impériale, c'était pas très différent, pas moins bureaucratique qu'aujourd'hui. Puis déjà, il réalisait à quel point qu'il fallait se méfier de ça. Comme si, en bâtissant une maison sur le bord de la route, on prenait conseil de ceux qui passent. Le travail ne serait pas encore achevé. Il compare, autrement dit, le gouvernement à des passants. Tu sais, en voulant dire à quel point, pour montrer à quel point ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ça a toujours été comme ça, on voit. Ça va toujours être comme ça. Depuis qu'un gouvernement sait quelque chose, pas pour rien que je vous dis depuis un bout, si tu veux quelque chose soit mal géré, laisse ça dans les mains de l'État. C'est qui l'État? C'est quoi? Des fonctionnaires.
Eux autres, ils savent tout, là-bas. Ils sont compétents en tout. Du moins dans leur, dans leur petite tête, là. Mais je veux dire, c'est comment, le contraire s'applique, là. Tel est mon enseignement. Nommé appartient au domaine réservé au souverain, décider de la bataille à celui du général. Un prince de caractère doit choisir l'homme qui convient, le revêtir des responsabilités et attendre les résultats. Pour être victorieux ses ennemis, 5 circonstances sont nécessaires. Ça va... c'est ça. Ah oui. Être à l'abri des ingérences du souverain dans tout ce qu'on peut tenter pour son service et la gloire de ses armes. Bon, ok, c'est ça que je voulais dire. Fait que, vous comprenez, ça va toujours être ça. C'est de l'ingérence, pas juste au niveau militaire, c'est ça à tous les niveaux. C'était ça, il y a 2000 ans, c'est encore ça. Le souverain, que ce soit un empereur, que ce soit le gouvernement du Québec, il sait que dalle. Un vrai bon souverain va d'ailleurs même dans ce temps-là, il allait s'entourer de bons conseillers, qui allaient bien le conseiller. Même chose pour les rois de France, c'est ceux-là qui étaient les meilleurs souverains. Il y avait une excellente équipe de conseillers autour d'eux autres. C'est comme... Mais ça, c'est ça, ça devient une sorte de démocratie, puis même quasiment un gouvernement par les sages. Je m'égare, mais bon. OK. Tant qu'à m'égarer puis faire du coq à l'âne, je vais vous partager une autre petite chose intéressante. Aujourd'hui, les derniers temps, ça a donné que... je fais un rattrapage de réflexion, hein, que j'avais le goût de vous partager depuis un bout. Donc là, aujourd'hui, c'est ça, je fais des affaires d'un petit peu de gros villages, puis de projets de nouvelles communautés qui se créent. Puis là, j'aidais quelqu'un avec des moutons. Puis c'était la première fois que je faisais ça, une sorte de job de berger, là. Puis c'était vraiment surprenant. En plus que j'avais écouté le film Babe récemment avec mon fils, là. Puis là, le gars, il m'expliquait, il dit, les moutons, tu sais, on fait souvent la comparaison dans la résistance, on est des moutons, mais c'est tellement ça que le peuple et même la résistance, ok? Mouton blanc, mouton noir, tu comprends? Mais quand tu vois la réalité, tu vois, c'est pas des jokes. C'est qu'il me disait, donc, il faut que tu exerces une pression, hein, en vue de les amener vers leur prison, qui est constante, mais qui est vraiment trop forte. Sinon, parce que si tu les pressurises trop, ils vont comme déborder puis filer dans tous les sens, puis ils vont dire ah, on est menacé, lui c'est un loup. Là, alors que si tu les laisses trop, tu n'es pas assez ferme, tout ça, ben là, justement, encore là, ils vont s'en aller un peu partout. Puis, tu sais, ah oui, puis juste avant de. Bon, je vais dire le fond de ma question, le fond de la pensée tout de suite. Fait que l'analogie de tout ça avec le peuple, elle a déjà été faite souvent. Hein? On sait que les élites, c'est la stratégie des petits pas, de la grenouille dans l'eau chaude. Mais, tu sais, si on ajoute à ça la perspective libertarienne, qui est bien sûr la mienne, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Puis c'est là que tu vois que justement les supposés moutons noirs qui sont la résistance, c'est des moutons pareils. Parce que ce soit les humains, les moutons, là, blanc, noir, là, c'est toujours le même principe. On va pas se rebeller, là. Tant que non seulement on va pas se rebeller, mais en plus, on va vraiment suivre ce qui nous est demandé. On va vraiment obéir tant que c'est pas trop puis c'est à notre rythme. Ça, c'est le modus vivendi. Et on le voit encore plus avec quand il y a un vrai révolutionnaire comme moi qui arrive avec ses idées. Puis vous voyez comment ça pogne pas, que ça marche pas, que ça embarque pas. Ben non! Le gars, il a enlevé les mesures. On n'a plus là la cravache en arrière là, pour nous botter le cul. Là. Puis ça, il l'a enlevé pour ça. Fait que tu comprends? Pas plus que des moutons. Des moutons révolutionnaires disaient OK, on s'affranchit, on se fait un plan pour libérer. Non, ça arrive pas. C'est parce que c'est des moutons. Tu comprends? C'est là qu'on voit que c'est vraiment dans votre nature, vous aussi, là. Vous n'avez pas ça en vous. Contrairement à un autre comme moi qui, mettons, pour reprendre l'analogie de Justin Lacto, dans quelle partie, comme elle disait, un vrai jument souveraine ou un vrai lion souverain, là, il ne va pas se laisser faire. Non, il va tout faire. Moi, c'était pas le sit-in, c'était Ottawa. Si c'est pas Ottawa, c'est le Parti libertarien. Mais c'est toujours quelque chose de concret et de sérieux pour vraiment mettre fin au problème. Mais regardez, c'est falling on deaf ears, là, tu sais. Parce que vous dites, tant qu'il ne va pas trop loin, puis tant qu'on a notre petit nanane, on a notre petit eau, notre petite nourriture,
Je le vois même quand je le parle aux gens. Ouais, on prend enlever l'État. Tu vois quand on dit ouais, on va enlever mes pensions, on va enlever ci. On veut continuer à bénéficier de ce petit nanane-là. C'est ça la réalité, là. Puis les moutons, aujourd'hui, tu me crois-tu? Je les voyais dans leur face. Peut-être que j'ai un petit don là, pour dire les expressions des animaux, là, mais c'est pas très dur. Là. Ils te regardent là, quand t'arrives. Il dit. Tu regardes même, il va-tu. C'est quoi, là? Il va-tu trop vite? Il va-tu. Il va-tu trop agressif, là? Non. Ok, je vais faire qu'est-ce qu'il dit. Il y a comme un dialogue qui se fait dans les yeux. Fait que, vous comprenez, ils sont vraiment bright, là, ceux qui nous dominent, là. On l'a vu même avec la COVID, avec la résistance, avec les mesures, tout ça. Quand ça sentait trop la soupe chaude, là, parce qu'on on faisait du bruit, il finissait quand même un petit peu par nous écouter et relâcher la chaude. Mais c'est rien de pour mieux pouvoir garder l'emprise sur nous. Vous savez tout ça, là, tu sais. Fait que... c'est... c'est un commun accord. Rousseau il parlait de pacte social. Il y a un pacte social au Québec. Là, c'est allez pas trop loin, on va vous tolérer. Puis tout le monde le sait, puis c'est comme ça. Puis c'est pour ça que ça va pas même. Je vais juste terminer. Je vous dis c'est encore du coq à l'âne, mais je parlais d'Emma Goldman là, tantôt. En les remerciant foncièrement et fondamentalement pour exister et pour m'avoir fait découvrir la meute. Notamment. J'allais dire, c'est étonnant parce que c'est leur pire ennemi. Il dit, ouais, mais c'est parce que, check ça. Moi, dans le temps, j'étais un petit gars de gauche, même de gauche. Vous voyez, ce qui m'habite à la base, mais c'est l'environnement, c'est prendre soin des autres, la solidarité sociale, tout. Fait que, j'avais gravité un petit peu avec eux autres pendant un bout, puis là, mais de voir comment qui pouvait avoir de haine, puis de la verbaliser envers une organisation comme la meute. Mais moi, ce qui arrive, c'est que moi, le petit problème, c'est que je suis un amoureux de la vérité, puis des faits, puis du sens, puis de comprendre. Fait que moi, ça m'a automatiquement amené à dire, mais de quoi qu'il parle? Surtout que, tu sais, c'était vague, c'était pas précis, c'était pas concret, c'était pas factuel, c'était « Ah, les autres, là, c'est des ci, c'est des ça. Hein. » Ce qui m'a donc amené à aller vérifier direct From the Horse's Mouth, qui était Patrick Baudry à l'époque, le fondateur, puis d'avoir des grosses jasettes avec lui, puis avec Éric Proulx. Puis ce qui m'a amené à découvrir, justement, à quel point que non seulement ces personnes-là, il n'y avait rien de foncièrement si mal ou si grave que ça, personne n'est parfait, là, mais tu sais, que c'était vraiment des vraies bonnes personnes dont le courage était infiniment supérieur à ça de ces petits haters-là, là. Puis qui ont passé leur vie, le combat principal de leur vie, ça va être celui-là, puis donc un combat pour le Québec, pour nos droits, pour notre langue, pour notre culture. Peut-être comme ça a été ce cas pour bien des militants du Parti québécois comme Alouette, là. Puis là, fait que, devinez que ça a fait. Ils m'ont plus justement happé dans leur combat. Moi, je pense qu'on peut être l'homme de plusieurs combats. Là. En tout cas, je crois l'être pas mal moi-même. Je vous invite à l'être aussi. Une chose n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on est pour l'environnement qu'on peut pas être aussi pour notre langue et pour notre nation. Tu sais. Bon. Mais c'est ça. Fait qu'ils vont m'avoir poussé vers eux. Fait que merci Emma Goldman. Puis merci de m'avoir ramené vers eux. Mais là, rendu là, c'est pas juste question de vous, mais de toute cette espèce d'histoire de drag queen là. Puis hier, Rebelle, t'es là. C'est un peu à cause de toi qu'on l'a. En tout cas, comme moi, que j'avais commencé à parler sur Rassemblement et Liberté Saglac, tu sais, de l'heure du compte qui veut. Puis donc, de faire une manif en riposte à ça, là, tu sais, le 26 mai dernier, à Lonquière. Et ce qui m'a ramené vers la meute, parce que vu qu'elle-même, en la personne de son chef actuel, JC, est venue sur place. T'sais. Surtout que ce combat-là, je veux dire, les a fait sortir, youpi. Et donc, ça nous a unis dans un même combat, que ce soit moi, eux autres, à Maléga. Voyez-vous, là, ce genre de haters-là, de diffamateurs comme Emma Goldman, ils font juste, en réalité, pour des vrais guerriers comme moi, comme nous,
nous galvaniser, nous renforcer. Parce que nous, on porte ça en nous, la notion de ce qui me tue pas rend plus fort. Tu veux essayer de me fermer la gueule? Tu veux essayer de m'intimider, de me faire peur? Vous faites juste le contraire, ma gang de pip! Et sur ces belles paroles, merci et à la prochaine. Salut!